Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, chapitre 2 de Oulays à Anbar. La conquête de Hira. Après la bataille de Oulays, Khalid avait récupéré un nombre important de bateaux qu'il apprêta pour franchir l'Euphrate et continuer sur Hira. Son marzaban était appelé Azadubé. Lorsqu'il apprit que Khalid se dirigeait vers lui en franchissant l'Euphrate, il se mit en marche et établit son camp entre Rariyan et le Palais Blanc, prêt à combattre Khalid en attendant qu'il se présente. Puis il envoya son fils avec des soldats pour obstruer le cours de l'Euphrate et ouvrir les vannes de ses affluents. Alors donc les bateaux sillonnaient le fleuve avec les soldats musulmans, les voici soudain à l'étiage qui s'échoue et s'enfonce dans la vase. Les musulmans furent gagnés par la peur, et Khalid comprit d'après les pilotes que les Perses avaient ouvert les vannes des affluents de l'Euphrate et que l'eau avait emprunté une autre voie. Il partit avec un détachement de cavalerie à Qanatir, où se situait le barrage, et rencontra en chemin quelques soldats perses à Maqar, qu'il combattit et tua. Puis il poursuivit sa marche jusqu'à Fam el-Atiq, ou Fam el-Furat Badiqli. Le fils du Marzaban était là-bas avec ses hommes, tous confiants et ne s'attendant guère à livrer un quelconque combat à ce moment. Khalid les surprit et les vainquit. Il tua le fils du Marzaban et ouvrit les vannes. L'eau s'écoula dans le fleuve et les bateaux purent reprendre leur traversée. Khalid poursuivit sa marche et s'arrêta entre Khawarnaq et Najaf. Quand Azadubé sut que son fils avait été tué et ses soldats vaincus, que Khalid avait franchi le fleuve avec ses hommes et qu'au même moment la nouvelle de la mort du roi Ardeshir lui parvint, il s'enfuit sans même combattre. Khalid arriva à l'endroit où le Marzaban avait établi son campement, entre Raliyan et le Palais Blanc, et il n'y trouva personne, et s'y installa donc. La population de Hira s'était retranchée dans ses bastions et avait décidé de se défendre. Khalid ordonna à ses cavaliers d'investir la ville, puis il assigna à chacun de ses chefs un bastion qu'il assiégerait pour soumettre ses défenseurs. Il confia à Dirar ibn al-Azwar le siège du Palais Blanc, à l'intérieur duquel se trouvait Iyas ibn Qabisa at-Taï. Dirar ibn al-Khattab fut chargé du château des Hadassiyin où se trouvait Hadi ibn Hadi. Dirar ibn al-Muqarin assiégea le bastion des Banu Mazin où se trouvait Hiri ibn Akel. Quant à Mutana ibn Haritha, il se chargea du bastion de Ibn Buqayla dans lequel se trouvait Amru ibn Abd al-Masih. Il leur recommanda de ne pas engager le combat avant d'avoir appelé les assiégés à se rendre. S'ils refusaient, il leur laisserait un délai d'un jour, puis les attaquerait. Dirar ibn al-Azwar commença le premier après que fut expiré le délai convenu. Ainsi, le matin du jour en question, il appela Iyes à embrasser l'islam ou à payer la jizya, faute de quoi il lui faudrait se battre. Iyes choisit la guerre et commanda à ses hommes de jeter des pierres du haut des remparts sur les musulmans. Les murailles ne tardèrent pas à se remplir d'hommes, qui raccrochèrent leurs fossiles et se mirent à lancer des pierres aux attaquants. Dirar dit alors à ses soldats « Tirez-leur des flèches », ce qu'ils firent jusqu'à ce qu'ils battent en retraite. Chacun des autres chefs en fit de même le jour dit, appelant son ennemi à se convertir à l'islam ou à payer la jizya s'il ne voulait pas la guerre. À chaque fois, l'adversaire choisit la guerre et connut la défaite. La population resta dans les bastions, en dépit de la défaite, s'y retranchant, sans vouloir quitter les lieux. Où seraient-ils allés quand l'ennemi les encerclait, les assiégeait et tuait quiconque apparaissait? Soudain, les musulmans se lancèrent à l'assaut des bastions et massacrèrent systématiquement tous ceux qui s'y trouvaient. Il y avait dans les monastères voisins des prêtres et des moines qui avaient soulevé la population des bastions et qui dirent avant de se rendre « Habitants des bastions, c'est par votre faute que nous mourrons ». Le premier d'entre eux fut Amru ibn Abd al-Masih, bientôt suivi des habitants du bastion de Ibn Buqayla qui dit « Ô Arabes, nous avons accepté l'une de vos 3 propositions, alors cessez et amenez-nous à Khalid ». Les autres bastions suivirent et obtinrent ce qu'ils voulaient. Cela déchirait Khalid, cet Arabe à l'âme noble, digne et vertueux, de tuer des frères arabes, même s'ils étaient d'une religion et d'un pays différents. Il accorda donc à la population de chaque bastion une audience, en commençant par Hadi à qui il dit « Malheur à toi, qui êtes-vous? Des Arabes? Dans ce cas, pourquoi êtes-vous hostile aux Arabes, ou bien Perses? Alors pourquoi vous insurgez-vous contre ce qui est juste et équitable ?» Hadi répondit alors « Nous sommes des Arabes purs pour certains, ou devenus Arabes pour d'autres. » Khalid rétorqua « Si vous étiez ce que vous prétendez être, vous ne nous seriez pas hostiles. » Alors Hadi lui répondit « La preuve de la véracité de nos dires est que nous ne parlons pas d'autre langue que l'arabe. » Khalid conclut « Choisissez l'une de ces 3 options, ou rejoindre notre religion et alors vous aurez les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous,
ou la jizya, ou la guerre. Mais sachez que je suis venu vers vous avec des gens qui préfèrent la mort à la vie. Adi déclara, nous te verserons la jizya. Khalid s'entendit avec Adi sur un montant de 190 000 dirhams, puis suivit la population des bastions qui lui offrit des présents. Khalid envoya les présents ainsi que le traité de paix au calife Abu Bakr qui l'approuva. Quant aux présents, il écrivait à Khalid à ce sujet. Prends leurs présents comme jizya dans la limite du montant fixé et prends le reste pour le distribuer à tes compagnons. 1. Le traité de paix. Voici le traité que conclut Khalid avec les habitants des bastions de Hira. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Voici ce qui a été conclu entre Khalid ibn al-Walid, Hadi et Omar, fils de Hadi, Amr ibn Abd al-Masih, Iyas ibn Qabisa et Hiri ibn Akel, qui sont les représentants de la population de Hira. La population de Hira a agréé ce traité et il lui a été ordonné de le respecter. Il a été convenu de verser 190 000 dirhams, de payer un impôt sur les fruits de leur travail, sauf pour ceux qui n'ont pas de revenus parce qu'ils vivent en reclus de ce bas monde. En ce qui concerne la protection, si elle n'est pas effective, ils n'auront aucune obligation jusqu'à ce qu'elle le devienne. S'ils trahissent, dans les actes ou par la parole, le pacte sera caduc, fait au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 12 de l'Hégire. Dès que la situation de Khalid à Hira fut stable et qu'il l'eut conquise, ses voisins arabes et perses, dont Salouba ibn Astouna, gouverneur de Qas al-Natif, vinrent se présenter pour obtenir la paix. Il accorda un traité pour Bani Qiya et Barousma et leur rive sur le Frat en contrepartie de la jizya à hauteur de 10 000 dinars annuels. Khalid écrivit la lettre suivante. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, ceci est une lettre de Khalid ibn al-Walid à Salouba ibn Astouna et ses gens. J'ai conclu avec lui un traité portant sur la jizya et sur votre protection pour 10 000 dinars annuels, le riche payant à la hauteur de sa richesse et le nécessiteux en fonction de ses faibles ressources. Tu as été désigné comme représentant de ta tribu, chose que tes gens ont agréée. J'ai accepté et les musulmans aussi. Tu as agréé et tes gens aussi. Tu as le traité et la protection. Donc si nous te protégeons, nous avons la jizya. Sinon, tu ne nous dois rien tant que nous ne te protégeons pas. Puis, après eux, vinrent les Dirkans des provinces perses qui conclurent un traité pour la zone s'étendant de Falalij à Urmuz-Jard, en contrepartie d'une jizya d'un montant d'1 million de dirhams, annuel. Les Dirkans, c'est les chefs de la paysannerie perse et de province. Khalid consigna ceci par écrit. La conquête de Hira eut un retentissement énorme dans la péninsule arabique du fait qu'elle était, du point de vue de l'ensemble des Arabes, le centre de leur poésie. Ce qui n'était pas étonnant puisqu'elle est la patrie de Nouman ibn al-Mundir et de Nabir'a ad-Dubyani. Les musulmans se réjouirent donc énormément de cette conquête. Notons que Khalid a déclaré à ses compagnons après la prise de Hira « J'ai combattu à Mu'ta et 9 sabres se sont brisés entre mes mains, mais je n'ai pas rencontré de peuple comme les Perses, et parmi eux de populations comme celle de Hira. » Conclusion. La prise de Hira met en relief les points suivants. 1. L'improvisation et la présence d'esprit. Un bédouin, quel qu'il soit, venant de la péninsule arabique, où il n'y a ni eau ni barrage, est certes déconcerté et ébranlé s'il est confronté à un problème comme celui de Khalid et ses soldats au moment où ses bateaux se sont échoués sur le Frat. Mais Khalid ne s'y est pas laissé prendre et n'a pas perdu son sang-froid. Au contraire, il s'était lancé avec détermination vers l'endroit où le fils du Marzaban avait fermé le barrage, puis a coupé les vannes des affluents, afin que l'eau revienne dans son cours normal. Il a tué de son sabre le fils du Marzaban, vaincu ses soldats et ses bateaux ont été remis à flot pour achever leur mission. 2. La répartition des forces et des missions. Les adversaires de Khalid s'étaient retranchés dans leurs bastions et remporter la victoire devenait laborieux. Cependant, Khalid n'a pas désespéré et n'a pas agi à tort et à travers au risque de perdre nombre de ses hommes. Il a opté pour une affectation de ses forces par bastion et a confié chaque bastion à l'un de ses généraux en lui précisant sa mission. Ainsi, Khalid a observé 14 siècles avant l'heure les mêmes principes qui guident les chefs militaires modernes en ce qui concerne la planification, les techniques militaires et la répartition des missions entre les unités. 3. Le préavis et la trêve. Si Khalid était ferme et résolu au combat, il n'en était pas moins humain. Ainsi, il n'accepte pas de combattre des gens qu'il a assiégés sans les avoir préalablement avertis, en leur donnant un délai d'un jour entier pour réfléchir aux conditions qui leur sont proposées. L'islam, la jizya ou la guerre. Ses adversaires ont opté pour la guerre, aussi les a-t-il combattus et défaits, après toutefois expiration du délai prévu. 4. La sensibilité arabe commune à Khalid et ses adversaires arabes. Il y a 14 siècles déjà, le cœur d'un arabe, Khalid, brûle du sentiment de dignité arabe. Le sang arabe coule dans ses veines.
C'est pourquoi il va voir ses adversaires, ses frères de race, et leur demande, sur un ton où se mêlent reproche et douleur, « Qui êtes-vous » Des Arabes ? Dans ce cas, pourquoi êtes-vous hostile aux Arabes ? L'un d'eux, Hadi, lui répond, « Oui, nous sommes des Arabes. » Khalid lui rétorque, « Si vous étiez ce que vous prétendez être, vous ne nous seriez pas hostiles. » Alors, Hadi assiste sur son arabité en disant à Khalid, « La preuve de la véracité de nos dires est que nous ne parlons pas d'autre langue que l'arabe. » De cette manière, les adversaires reconnaissent la sensibilité arabe commune qui existe entre eux, les liens ethniques, même s'ils diffèrent par la religion et le pays. 5. Le traité de paix. À l'instar des traités de paix qui sont conclus de nos jours entre belligérants, Khalid conclut un traité entre ses adversaires et lui après les avoir battus, avec une nuance importante. Le traité qu'a signé Khalid avec ses adversaires vaincus se distingue par son caractère d'indulgence, par l'alliance et la protection. Il a traité son adversaire d'égal à égal et a refusé que ceux qui n'ont pas de revenus parce qu'ils vivent en reclus de ce bas monde versent la jizya. De plus, ils n'auront pas à payer si la sécurité ne leur était pas garantie par Khalid. Si elle n'est pas effective, ils n'auront aucune obligation. Enfin, le riche paye à la hauteur de sa richesse et le nécessiteux en fonction de ses faibles ressources. Cependant, il ne tolère absolument pas la traîtrise et la tromperie. S'ils trahissent, dans les actes ou par la parole, le pacte sera caduc. B. Les activités de Khalid après la prise de Hira. Après la conquête de Hira, dès que la situation de Khalid se fut stabilisée, il s'y établit et en fit un poste de commandement à son usage et une base pour son armée. Puis il se pencha sur la gestion des contrées, des marches et des provinces qu'il avait conquises, afin d'ôter aux Perses tout espoir de les récupérer. Il envoya ses agents et des hommes armés recueillir le kharaj et protéger les tourours. Il désigna comme collecteur du kharaj Abdallah ibn Watima al-Nasri pour Falalij, Jarir ibn Abdallah pour Bani Qiya et Basma, Bashir ibn al-Hashashiya pour les deux fleuves, Souwaid ibn Muqarin al-Muzni pour Tustar, At ibn Abit At pour Rouzouestan. Quant aux défenseurs des Tourour, il s'agissait de Dirar ibn al-Azwar, Dirar ibn al-Khattab, Mutana ibn Haritha, Dirar ibn Muqarin, Ka'ka' ibn Amrou, Bisr ibn Abi Ruhm, Utayba ibn al-Nakhas. Ils furent tous cantonnés sur le Sib, un fleuve qui coule à Basra. Puis Khalid adressa à l'élite des Perses, leur roi, une missive et aux communs, les Marzaban, une autre lettre qui leur tenait lieu d'avertissement. Dans la lettre adressée aux nobles, il disait « Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, de Khalid ibn al-Walid au roi de Perse. Louange à Allah qui vous a ôté le pouvoir, a rendu impuissantes vos manigances et vous a divisé. S'il ne l'avait pas fait, c'eût été un mal pour vous. Placez-vous sous notre autorité. Nous vous laisserons ainsi que vos terres et passerons pour aller vers d'autres que vous, sinon cela aura lieu malgré vous, après votre défaite par des gens qui aiment la mort autant que vous aimiez la vie. » Quant à la lettre adressée au peuple, elle disait « Au nom d'Allah le clément et le miséricordieux, de Khalid ibn al-Walid au Marzaban perse, convertissez-vous et vous aurez la vie sauve, ou alors concluez avec moi un traité et payez la jizya. Sinon, je suis venu à vous avec des gens qui aiment autant la mort que vous aimez boire du vin. » Les rois de Perse, les Marzaban, reçurent l'avertissement de Khalid alors qu'ils étaient encore partagés et d'avis divergents quant à l'investiture d'un successeur au défunt roi Ardeshir. Ils sentirent l'imminence du danger et virent que Khalid était à proximité de Bahouarassir et de leur capitale Madain. Ils considérèrent qu'une prise de position unique et la mise sur pied des troupes pour combattre Khalid était la chose la plus nécessaire et la plus pressante. Ils mirent donc un terme à leurs querelles ainsi qu'à leurs différends et s'entendirent pour choisir un homme qu'ils éliraient en attendant d'en terminer avec Khalid. Celui qu'ils choisirent était Farah Khazad ibn al-Bandawan, qui n'appartenait pas à la famille royale. La prise de Anbar et la bataille de Zat al-Uyun. Quand Khalid eut conquis Hira, qu'il fut rasséréné quant aux marches en ayant nommé des troupes chargées de les défendre et qu'il eut garanti le kharaj par l'intermédiaire de ses agents, il lui aurait été aisé et tentant de poursuivre son avancée en direction de Qadisiyya, puis du désert de Syrie. Mais le calife Abou Bakr, qui était au courant de la situation des Perses et des Byzantins en Irak et en Syrie, estima qu'une intrusion dans le désert placerait Khalid entre ses deux ennemis, les Perses à sa droite et les Byzantins à sa gauche. De plus, ses arrières ne seraient pas protégées, puisque le Sawad, c'est des villages de l'Irak situés en longitude entre Mossoul et Abadan et en latitude entre Oudaïb et Qadisiyya, donc puisque le Sawad lui-même était encore en grande partie aux mains des gouverneurs perses. De plus, le calife apprenait d'une part que les armées byzantines commençaient à se mettre en mouvement en Syrie pour se préparer à donner un coup d'arrêt aux envahisseurs musulmans,
et d'autre part que les reliquats perses se rassemblaient à Doumat al-Jandal face à Iyad ibn Han. Le calife ordonna à Khalid de ne pas quitter Hira pour le désert de Syrie et d'attendre l'arrivée de son camarade Iyad du haut de l'Irak. Khalid resta à Hira une année entière, qui fut appelée année des femmes, à attendre son camarade Iyad jusqu'à ce que le calife l'autorisa à aller à sa rencontre. Il laissa à Hira Ka'ka ibn Amru et partit pour Anbar après avoir placé Aqra ibn Habis en avant-garde. La population s'y était retranchée, avait creusé autour de la ville une tranchée et dominant les alentours depuis les remparts s'apprêtait à livrer bataille. Shirzad, gouverneur de Sabat à Madaïn, était alors à la tête de la population. Lorsque Khalid arriva, il franchit la tranchée en précurseur, puis commanda à ses soldats d'entamer le combat en disant aux archers « Je vois là des gens qui n'ont aucune connaissance de la guerre, ne prenez pas d'autre cible que leurs yeux. » Ils firent ainsi et crevèrent 1000 yeux. Les ennemis s'écrièrent « La population de Anbar a perdu ses yeux. » Quand il s'aperçut de cela, Shirzad demanda la paix à ses propres conditions. Khalid lui retourna son messager, déçu, puis il alla à l'endroit le plus étroit de la tranchée et ordonna de rassembler les chameaux affaiblis, de les égorger et de combler ainsi la brèche. Ensuite, ses soldats partirent à l'assaut du bastion, se servant des corps des chameaux comme d'un pont. Musulmans et Perses se battirent avec acharnement dans la tranchée. Un combat violent eut lieu, et finalement, les Perses se replièrent vers leur bastion et s'y rassemblèrent. Shirzad demanda de nouveau la paix, mais cette fois aux conditions de Khalid. Il demanda que sa sécurité soit garantie, ce qui lui fut accordé par Khalid, qui accepta qu'il sorte librement, lui et ses compagnons perses, avec un détachement de cavalerie, sans matériel ni biens. Shirzad rejoignit ses amis, et Bahman Jadouey l'accueillit. Lorsqu'il le questionna, il lui répondit « J'étais face à des gens d'origine arabe qui n'ont aucun bon sens. En effet, je les ai entendus lorsqu'ils avançaient vers nous, aller délibérément à la mort, et il est rare que l'on accepte de se faire tuer ainsi, sauf s'il n'y a pas d'autre solution. » Puis le combat s'est engagé et ils ont crevé 1000 yeux, alors j'ai su qu'il n'y avait d'autre issue que la conciliation. Quand la situation de Khalid à Anbar se fut stabilisée et que sa population se rasséréna, il s'aperçut qu'ils écrivaient en arabe et leur demanda « Qu'est-ce que vous êtes ?» Ils répondirent « Une peuplade arabe descendue d'une autre peuplade arabe, dont les premiers se sont installés ici au temps de Bartansar, quand il l'y autorisa. Depuis, ils y sont restés. » Il leur demanda alors « Qui vous a enseigné l'écriture ?» Ils répondirent « Ce sont les Iyad qui nous l'ont enseigné. » Des Arabes et des Perses des environs vinrent à Anbar et Khalid pactisa avec eux, en commençant par la population de Bawazij, puis celle de Kalawadi, qui venait d'au-delà de l'Euphrate. Conclusion. Une admiration sans borne pour la perspicacité et l'intelligence de Khalid nous gagne lorsque nous lisons l'histoire de sa bataille contre la population d'Anbar. Sa décision de crever les yeux de l'ennemi assiégé avec les flèches de ses soldats est une preuve de la confiance inébranlable qu'il avait placée en ses archers. Il a agi suivant l'un des principes les plus modernes de la guerre, la neutralisation de la résistance ennemie. Sa décision de sacrifier les chameaux affaiblis pour combler la tranchée avec leur corps et de s'en servir comme d'un pont sur lequel il franchirait en direction de l'ennemi retranché est une preuve de son intelligence innée et pénétrante. Il réalisa ses desseins, franchit la tranchée sur les corps des chameaux égorgés et y combattit l'ennemi. Il le repoussa vers le bastion à l'assaut duquel il s'élança ensuite, forçant ainsi l'ennemi à la reddition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.